Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le retour au Bénin des œuvres royales d'Abomey restituées par la France est célébré dans la cité des Ouigbadjavi. D'abord, le film de l'événement a été projeté sur écran géant au musée d'Abomey grâce à certains cadres natifs de la localité. Et ce moment de rémémoration de l'histoire du royaume de Dahomey a connu une forte mobilisation, nous dira Imet Elena Moussou. Nous parlerons ensuite de la rentrée judiciaire à la Cour suprême du Bénin au titre de l'année 2021-2022. Cette rentrée a été effectuée jeudi dernier sous la présidence de Victor Tassi Adossou en personne. Les débats au cours de l'audience solennelle consacrant cette rentrée judiciaire ont tourné autour du thème justice et redevabilité. Emma Kouronou et Thibaut Akholoupe nous donneront les détails dans un instant. Et puis en fin de journal, nous parlerons assainissement du cadre de vie à Cotonou. Plein feu sera fait sur les caniveaux à ciel ouvert construits à grands frais pour faire acheminer l'eau de ruissellement vers la lagune. Seulement, des populations ont pris l'habitude d'encombrer ou de boucher ces collecteurs en y jetant des déchets solides et autres. L'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une édition que nous allons commencer avec la grosse actualité du moment, le retour au Bénin des œuvres royales d'Abomey restituées par la France. L'événement a été célébré dans la cité des Ouigbadjavi. D'ailleurs, le film du retour de ces trésors royaux a été projeté sur écran géant au musée d'Abomey. Ceci grâce à certains cadres et natifs de la localité. Un moment de rémémoration de l'histoire du royaume de Dahomey qui a connu, il faut le dire, une forte mobilisation. Imet Elena Moussou pour les précisions. Cadres et personnalités originaires du plateau d'Abomey ont donné rendez-vous ce mercredi après-midi à la population au pied des hauts murs du musée historique d'Abomey. Autrefois palais, lieu de départ de la plupart des trésors royaux, ils célèbrent le retour de ces œuvres. L'événement retransmis en direct est projeté sur grand écran. Sont mobilisés pour la circonstance autorités politico-administratives, dignitaires de la cour royale, de culte vaudou et autres curieux. Aux offrandes et libations aux ancêtres succède le Kpanligan qui chante les éloges et conte l'histoire des rois du royaume du Dahomey. Le retour de ces trésors aujourd'hui, si Abomey ne fait rien, ne manifeste pas sa fierté, parce que nous tous, Ouigbadjavi aujourd'hui, qui sommes ici aujourd'hui en train d'assister à ce grand rendez-vous, c'est que nous devons en être fiers, parce que c'est en notre temps que ces trésors-là sont revenus au bercail. Puis vient l'instant qui retient l'attention de tous. L'entrée des camionnettes au palais de la République. L'assistance se lève et retient son souffle. La caisse contenant le trône du roi Guézo apparaît. C'était beau à voir. C'était beau. Et ce que j'ai vécu aujourd'hui prouve qu'ensemble, on peut aller vraiment très loin, très loin. Nous sommes allés très loin. Et aujourd'hui, je me sens fière d'être une vraie princesse. Nous nous sommes retrouvés à Abomey pour célébrer l'histoire, pour célébrer la mémoire ancienne de la cité historique d'Abomey. Et vous avez vu avec nous que nous avons célébré la présence matérielle et la présence immatérielle de ces trésors que nous avons reçus. Je ne saurais vous dire ce que je ressens moi-même. Un haut sentiment de fierté, d'honneur, de dignité qui me caractérise. Et j'ai vu toute la richesse culturelle qui accompagne cet événement au Palais de la République. Les trésors royaux sont désormais au Bénin. À Abomey, on a hâte de voir sortir de terre le musée de l'épopée des Amazones. L'infrastructure va abriter les œuvres dès leur arrivée dans la cité historique dans quelques années.
Voilà, vous l'avez vu, la venue des objets ayant appartenu bien sûr aux ancêtres des Béninois a donc été célébrée dans la cité royale. Et pour la circonstance, notre équipe de reportage est allée à la rencontre de quelques têtes couronnées et des cadres natifs du plateau d'Abomey. Ils expriment ici leurs sentiments. Suivez. On ne peut apprécier notre joie. Notre joie anime aussi tout le monde des ancêtres. Ça anime tout le monde, ça anime tout le peuple, mais ça anime aussi tous ceux qui sont à l'au-delà. Son courage est exceptionnel. Et beaucoup ont voulu le faire, mais ils n'ont pas pu. On a vu beaucoup de présidents de la République passer. Ils n'ont pas eu le courage d'aller demander au président français de retirer notre chose, nos patrimoines. Et il l'a fait. On n'a qu'à prier pour lui. Ce qui m'a étonné dans la chose, c'est qu'au moment où on faisait la guerre, le roi Béhanzin était entouré de certaines personnes, donc Kédégbé. Et c'est son petit-fils qui est allé récupérer les choses. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Pour moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Quand ils ont gardé les choses là-bas, ce ne sont pas restés là seulement, c'est qu'ils ont exploité. Et ça a développé le tourisme chez eux. Ce ne sont pas de gaieté de cœur que les gens nous ont laissés. Ce n'est pas quelque chose qu'on a parqué là-bas et on est allé chercher. Ça a été exploité durant 129 ans. Et ça a créé des ressources énormes là-bas. Donc c'est de la même façon et c'est pour nous. Donc comme dans le cadre de la coopération, tout est revenu maintenant, c'est sûr que ça va développer la culture et le tourisme chez nous. Ah oui, spirituellement, nos puissances sont revenir. Nos puissances sont revenir au pays. Oui, oui. Ça, nous sommes très heureux, nous sommes fiers. Et puis, davantage, on aura le courage que nos forces existent. Spirituellement, les forces existent. Bon, ces artisans ne sont plus vraiment, nous devons quand même les honorer. On doit les honorer puisque l'ardeur qu'ils ont eue à travailler ces œuvres, vraiment, je crois que la terre béninoise a quand même donné sa valeur. Ah oui, oui. Donc, et puis les esprits à l'au-delà ont revanché. Et puis ces œuvres sont revenues au pays. Nous ne pouvons que saluer les initiateurs de ces retours, de ces biens culturels, puisque l'arsenal juridique a été renforcé tant au niveau national qu'au niveau international pour permettre, avec une diplomatie agissante, le retour de ces biens culturels. Et tout cela est à l'actif de notre président qui a su jouer les jeux. Aujourd'hui, nous sommes dans un rapport France-Afrique qui permet alors la mutabilité de ces biens culturels. Et je pense que c'est le Bénin qui a ouvert le bal, ce n'est qu'un relatif du Bénin. Pendant que les gens disaient que les objets allaient revenir, moi je me suis dit que je suis un Thomas d'Aquin. Il faut que ça vienne à ma commune. Aujourd'hui, ça a été une réalité et c'est toute une fierté pour le monde, pour tout le monde. Fierté parce que il y a bientôt 15 ans, les gens qui venaient dans ce musée pour dire qu'ils veulent voir quelque chose de bon. Depuis Ouida 92, tout est parti à Ouida, on n'a plus rien ici. Certes, nous sommes en train de les recevoir aujourd'hui, mais nous ne les avons pas encore en main. On nous a dit que ce serait 3 ans après. Et puisque nous y serons, nous allons les recevoir et en jouir. Parce que quand ces œuvres vont venir ici, je crois que, comme l'a dit le président, ça va booster encore l'économie au niveau du tourisme dans notre pays. Voilà quelques cadres natifs de la cité royale Abomey qui exprimaient justement leurs sentiments. Ensuite, au retour de ces trésors royaux du royaume de Dahomey. Justice à présent et place à la rentrée judiciaire à la Cour suprême au titre de l'année 2021-2022. Elle a été effectuée jeudi dernier à Porto Novo sous la présidence de Victor Daci en personne. Et les débats au cours de l'audience solennelle consacrant cette rentrée judiciaire ont tourné autour du thème justice et redevabilité. Voici les détails avec Emma Khodonou et Thibaut Aholopé. Plusieurs invités, dont le président de l'Assemblée nationale, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, des délégations des cours suprêmes du Togo, du Burkina Faso, de la Cour de cassation de la France, ont marqué de leur présence cette audience solennelle à la Cour suprême. Cette rentrée, qui marque le début de la nouvelle année judiciaire, est placée sous le thème « Justice et redevabilité ».
La redevabilité est l'obligation pour un responsable de rendre compte de l'exercice d'une responsabilité donnée par les citoyens et contribuer à renforcer la confiance et la légitimité nécessaire pour surmonter la méfiance entre les acteurs de la société. Sous ces rapports, le devoir de rendre compte aux citoyens, de rendre compte aux citoyens, au peuple, est lié à l'exercice d'une mission, d'un devoir, en un mot ou en deux, à l'exercice du pouvoir. Ainsi, redevabilité et responsabilité sont consubstantielles. Le service public de la justice doit donc pouvoir rendre compte au peuple au nom duquel il rend la justice. Se pliant à ce devoir de reddition de comptes, le président de la Cour suprême a fait le point des activités judiciaires de l'année écoulée. La haute juridiction a rendu, au cours de l'année judiciaire écoulée, 626 arrêts se décomposant comme suit. 357 décisions rendues par la Chambre administrative et 269 par la Chambre judiciaire. Ces rendements en nette progression n'ont été possibles que grâce à la contribution déterminante du parquet général qui a réussi l'exploit de prendre 594 conclusions, toutes procédures confondues, ainsi que le rappelait tantôt le premier responsable de cette institution. À l'horizon 2022, nos rôles ne comporteront plus de procédures datant de plus de 2 ans. Représentant le chef de l'État à cette cérémonie, la vice-présidente du Bénin a aussi insisté sur la notion de redevabilité. Son observance devrait permettre, selon elle, d'instaurer la confiance entre le service public de la justice et le justiciable. Le justiciable béninois du XXIe siècle se plaint volontiers, rouspète parfois, conteste et proteste à tort ou à raison contre un système judiciaire qu'il taxe de lent, d'arbitraire et surtout de corrompu. Pour le rassurer, le pouvoir judiciaire doit s'ouvrir et surtout tenir compte des récriminations qui lui sont constamment faites par le peuple au nom duquel il officie. Mesdames et messieurs, nous devons nous convaincre que la justice béninoise ne peut plus faire l'économie de la prise en compte de la redevabilité comme principe directeur de son fonctionnement, à l'instar de toutes les autres composantes de l'administration publique. Installée en mars 2021, c'est la toute première audience solennelle de rentrée judiciaire présidée par le nouveau président de la Cour suprême, Dassia Dossou. Victor, pour être plus précis. De Porto Novo, rendons-nous à Grand Popo pour parler de cet atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics à l'Assemblée nationale. Les assises portent sur le code des marchés publics et les décisions d'internalisation de ces décrets d'application, une initiative du ministère de l'Économie et des Finances à travers l'unité de gestion des réformes du système de gestion des finances publiques. Le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Mentan et Florent Dou. Grand Popo et son cadre féerique de l'hôtel Bel Azur s'offrent à des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics de l'Assemblée nationale du Bénin pour un renforcement de capacité. La formation porte sur le code des marchés publics et les décisions d'internalisation de ces décrets d'application. Elle est organisée par la cellule d'audit interne CAI de l'Assemblée nationale avec l'appui de l'unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques, UGR, du ministère de l'Économie et des Finances. Cette formation est retenue au titre des initiatives de renforcement des capacités des cadres parlementaires dans le but de rendre plus efficace leur gestion et leur accompagnement des députés. Ces actions de formation sont retenues à l'axe 4 et au programme 4.4 intitulé « Contrôle du budget par le Parlement » du plan d'action 2021 des réformes des finances publiques. Cet atelier de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique du Parlement dure 3 jours. Les travaux permettront d'aborder des sujets tels que la pratique des marchés publics de l'Assemblée nationale, le cadre juridique et institutionnel des marchés publics, les concepts clés de la commande publique et des seuils de passation des marchés publics au Bénin, ainsi que les procédures de planification des marchés publics et les modes de passation des marchés publics.
Les objectifs ainsi décrits, faut-il le souligner, sont en parfaite adéquation avec la mission de réforme prônée par le président de l'Assemblée nationale, 8e législature, ainsi qu'avec la stratégie globale de l'État central et celle de l'UEMOA dans le cadre de l'assainissement des finances publiques. C'est le lieu d'exprimer, au nom du président de l'Assemblée nationale, les gratitudes du Parlement au ministère de l'Économie et des Finances pour son accompagnement technique et financier dont l'institution parlementaire a bénéficié et bénéficie dans le cadre de l'organisation des présentes assises. À travers cette formation, le Parlement veut aussi jouer sa partition dans la politique nationale en cours d'assainissement de la gestion des finances publiques. Elle marque aussi une volonté d'instituer la bonne gouvernance dans la gestion du Parlement en vue de la rendre plus performante. Il est attendu, au terme de cet atelier, que les participants soient en mesure, entre autres, de maîtriser le cadre juridique et institutionnel et les différentes techniques et procédures en matière de passation des marchés publics. Je reste convaincu, au regard donc des compétences ici, de votre grande capacité d'assimilation et de sérieux en vue de l'atteinte des résultats escomptés à l'issue de cet atelier de formation. Cet atelier de Grand Popo vient contribuer de façon qualitative à l'efficacité des acteurs de la commande publique du Parlement dans leur mission d'accompagnement des députés. Voilà un compte rendu signé Geoffroy Mensan et Florent Dehaut. Nous sommes dans le département du Monoué, nous allons y rester pour évoquer maintenant les journées portes ouvertes sur les réformes des factures normalisées. Voilà, des journées organisées à l'OCOSA par la Direction générale des impôts. Objectifs, mieux outiller les chefs d'entreprise, les consommateurs, mais aussi les populations des départements du Monoué et du Koufo sur cette réforme. Nous allons retrouver ici Geoffroy Mensan et Florent Dehaut. L'OCOSA, la principale ville du département du Mono, est la troisième étape des journées portes ouvertes sur la réforme des factures normalisées. Lancée par cette cérémonie symbolique de coupure du ruban dans la matinée du mardi 9 octobre, les activités au menu de ces journées se déroulent sur 4 jours. L'organisation est assurée par la Direction générale des impôts. La réforme des factures normalisées est un enjeu majeur, en ce qu'elle vient changer un peu nos habitudes, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau de chacun d'entre nous, citoyens que nous sommes. Pour les entreprises, cette réforme leur apporte l'avantage de désormais sécuriser leurs transactions. Quant aux citoyens, c'est une invite à accompagner la réforme. Ceci en réclamant à chaque fois que nous achetons des biens ou des services, de réclamer donc, disais-je, la facture normalisée. Les présentes journées portes ouvertes donneront l'occasion aux uns et aux autres de mieux s'imprégner des avantages liés à ces factures normalisées. À travers ces journées portes ouvertes, la DGI reste fidèle à sa vision de mettre les innovations fiscales relatives à la réforme de la facture normalisée à la disposition des populations et des contribuables sur toute l'étendue du territoire national. L'OCOSA succède aux villes de Cotonou et de Parakou. Il s'agit d'une réforme importante du ministère des Finances et de la DGI qui vise à accroître les recettes de l'État et qui concerne toute personne, physique et morale, en République du Bénin. Les journées portes ouvertes viennent donc à point nommé pour, entre autres, informer les populations, les opérateurs économiques sur la réforme des factures normalisées, inviter les populations à exiger les factures normalisées après tous leurs achats et sensibiliser notamment les chefs d'entreprise à la délivrance des factures normalisées, les modes de délivrance des factures normalisées ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. Durant cette journée portes ouvertes, des stands sont installés pour l'occasion à la place de l'Étoile
de l'OCOSA, où la DGI a pris ses quartiers. Des séances d'information et de sensibilisation ainsi que des jeux tombola sont concoctés pour offrir un cadre d'assistance conseil aux contribuables, tant sur l'acquisition et l'utilisation des MECEF que sur les formalités de création de comptes IMECEF et de délivrance des factures en ligne. Nous prenons l'engagement d'être de véritables ambassadeurs pour sensibiliser nos frères dans les contrées les plus lointaines de notre juridiction administrative pour que tout le monde adopte les factures normalisées. Pour que les factures normalisées soient véritablement une nécessité pour tout un chacun de nous, soit une exigence de la part de nous contribuables. Les contribuables, les consommateurs, les étudiants, les chercheurs et autres sont invités à se rendre sur le site de ces journées portes ouvertes afin d'avoir plus d'éclaircissements sur la réforme des factures normalisées. Tout à fait. Et 3 mois après les deuxièmes élections des organisations estudiantines les plus représentatives au Bénin, nous vous proposons le bilan de la mandature précédente à l'université d'Abomey-Calavi. Ce premier exercice a été marqué par un climat plus ou moins pacifique sur ce campus universitaire que par le passé. Alors, à quoi doivent s'atteler le gouvernement et les autorités rectorales au profit de la Fédération nationale des étudiants du Bénin aujourd'hui, seule représentative pour les 3 ans à venir? Les concernés en parlent ici. Suivez. La représentativité de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB et la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB, reconnue par l'État béninois de 2018 à 2021, n'a pu assouvir en vrai les aspirations de ces fêtières. En dehors du cadre légal de discussion avec le gouvernement et les autorités rectorales instituées, les responsables étudiants se sont vus privés d'un certain confort. Le confort d'avant le décret d'octobre 2017 établissant une élection de représentativité. Au lendemain des élections, silence radio. La collaboration n'a pas marché comme nous l'aurions souhaité. Et donc les financements qui nous avaient été alloués, ces subventions-là, en réalité, nous ne les avons pas eues jusqu'à mon départ. Et donc, après moi, des bureaux se sont succédés, mais j'ai cru comprendre que c'est toujours cela. Nous avons pensé que, à partir du moment où officiellement des organisations étaient consacrées, il fallait leur mettre les ressources à disposition, leur apprendre à gérer les fonds publics. Les structures de base de la FNEB, unique porte-voix des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi depuis le scrutin du 30 juillet 2021, étalent un diagnostic peu reluisant. Sur la question du financement de leurs activités, un des principaux privilèges attendus de cette réforme du pouvoir talon, autorités et apprenants ne se sont pas compris. Prenons le cas de la faculté de droit. Nous avons par exemple des projets à l'endroit des étudiants les plus démunis, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas la possibilité par exemple de se doter des documents de cours. La caisse de solidarité a été vide, on n'a pas pu régler ces genres de problèmes. Et aussi, il y a aussi des activités comme des journées d'excellence à primer les meilleurs étudiants, mais compte tenu de l'absence totale de ces financements, on a eu à faire avec les moyens du bord. Le COUSACE a acheté des matériels. Les matériels n'ont pas encore été dotés. On n'a pas encore reçu les matériels. Les institutions n'ont pas encore reçu les matériels. Oui, on a vu des cérémonies. Oui, on a aussi participé à ces cérémonies-là. Mais l'après-cérémonie, les matériels sont encore sous climatiseur. Ces institutions sous tutelle ou spécialisées de la Fédération nationale des étudiants du Bénin s'empressent de croire à une meilleure application des dispositions dues à leur rang au cours de cette deuxième mandature. Jusque-là, les financements ne viennent pas. Les financements sont restés un peu bloqués et qu'au niveau du cours, on n'a pas compris jusqu'à présent comment ça se gère. Il y a eu un blocus façon. On espère bien que cette année-ci, il y aura un dégel de l'autre côté pour que les activités soient réellement soit financées après qu'il y a eu l'arbitrage au niveau du cours. Les subventions ont été coupées. Uniquement les dotations viennent, c'est-à-dire 2 rouleaux de papier hygiénique et 2 pains baguettes de savon Palmida. Donc c'est ce qui est donné aujourd'hui aux camarades étudiants et l'état qui est fait que
les mobiliers, surtout au niveau des meubles, que ce soit les lits, les sommiers ou les armoiries, sont vraiment dans un état de dégradation avancée. Nous sommes suffisamment grands. Nous avons obtenu le bac. Nous sommes aujourd'hui en première, en deuxième ou en troisième année, voire même en master, et que nous ne sommes pas capables, en tant que des futurs leaders, de pouvoir gérer économiquement et financièrement bien les deniers publics qu'on nous met à disposition. Je ne pense pas que c'est quand on va finir nos formations académiques et sortir et évoluer dans le monde, dans un monde politique où l'argent là-bas est beaucoup plus grand que ce qui est donné sur l'UAC, qu'on va nous demander de la gérer, de bien la gérer. Je ne pense pas. Si l'un des inconvénients de la mesure élective entre organisations estudiantines est la guerre de leadership, cette épée de Damoclès est cette fois loin de la tête de la FNEB. Elle n'est plus à l'étape de la remise en cause du bien fondé de cette réforme. C'est plutôt l'heure de la mise à disposition des moyens de fonctionnement. Le jeu aujourd'hui est en difficulté. Voilà, retour à Porto Novo où le lycée Béanzin a reçu un important lot d'ouvrages pour étoffer sa bibliothèque. Il s'agit d'un don fait par un ancien élève de ce lycée, le professeur Siaka Massou. Voici le point sur le contenu des ouvrages offerts à ce lycée, le plus vieux du Bénin. Regardez. Un important lot d'ouvrages gracieusement offert au lycée Béanzin. Le geste vient d'un ancien béanzinois, aujourd'hui professeur, qui s'est associé à l'un de ses amis pour étoffer la bibliothèque du lycée Béanzin. À la vérité, au fait, ces livres nous sont offerts par un compatriote, un ami à moi, qui réside en France, Monsieur Awandinou Pascal, il s'appelle. Je vous prie de bien vouloir l'ovationner. Donc, c'est un professeur de mathématiques avec qui on a fait du chemin. C'est lors d'un séjour là-bas qu'on a échangé. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour la jeunesse? Et je lui ai dit, comme tu es dans l'enseignement, dans le système éducatif, si tu peux nous offrir du matériel didactique, ce serait bien. Moi, je me chargerai des frais de transport de là-bas. Et voilà, c'est ce qui est fait. Alors, ces livres, j'ai eu le temps de les parcourir aussi. Surtout, vous avez assez de bons livres dedans. Je voudrais donc inviter mes jeunes collègues enseignants, les élèves, à visiter la bibliothèque. En recevant les ouvrages, le proviseur du lycée Béanzin et le directeur départemental de l'enseignement secondaire du département de l'Ouémé ont dit toute leur gratitude aux généreux donateurs. Il y a des documents d'anglais, de français, aussi bien classiques comme modernes, des documents d'allemand, d'espagnol, des PCT, de mathématiques, de latin, d'histoire et géographie, des SVT et d'économie. Et donc, mesdames et messieurs, toutes les disciplines y sont représentées et en quantité suffisante. En fait, le professeur Massou, pour ne pas trop le présenter, est ancien béanzinois. C'est ce même lycée qu'il a inspiré, le lycée qu'il a fait, c'est le même lycée qu'il a inspiré pour ce geste dont il est porteur. Professeur, merci. Et je vais prier aussi les enseignants de nous accompagner pour l'entretien, pour qu'il n'y ait pas de perte, pour qu'il n'y ait pas de soustraction frauduleuse de ces ouvrages-là, et que ça reste dans de bons états pour être utile à des générations d'élèves. C'est ça qui constituera le remerciement en direction du professeur Massou et de ceux qui nous aident. Les aînés ont pensé aux jeunes béanzinois d'aujourd'hui qui sont appelés à s'approprier ces ouvrages pour découvrir les connaissances qui y sont cachées. Voilà un geste qui, nous l'espérons, va faire école. Place maintenant à un fait de société. Il s'agit du port de la bague d'alliance. C'est d'ailleurs une preuve d'union entre des conjoints qui décident de vivre ensemble. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'explication donnée au symbole que revêt le port de la bague, précisément à l'annulaire à gauche. C'est une préoccupation qui a fait l'objet de ce sujet signé Melvin Ranzo, Eder Humpevi et Moufi de Sabouan. Des paroles. Je t'aimais cet anneau en signe de mon amour pour toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu as été un soutien et tu l'es. Et ce geste fort. Et voilà qui embarque les tourtereaux pour un voyage de l'amour, une vie de couple, une communauté de vie, les deux devenant un par la foi chrétienne. Si le mariage est une occasion qui permet aux amoureux de se témoigner mutuellement affection et amour devant Dieu, mais aussi et surtout les hommes,
Il consacre également le port des anneaux à l'annulaire gauche, signe d'alliance, d'affection profonde entre mariés, se promettant le meilleur et le pire dès la consécration de cette union. C'est une alliance qui est bénie, qui est portée mutuellement avec une parole donnée et qui donne une signification particulière à cet anneau-là. La bague matérialise cet acte d'amour que l'on a pour l'autre. Cette pratique remonte à des siècles avant Jésus-Christ. Et la légende renseigne que c'est par des présents que les fiancés matérialisaient leur amour l'un pour l'autre. Diverses autres explications sont également données à l'anneau d'alliance. Même si la science a relevé les limites de ce dogmatisme, le concept est resté intact à ce jour. Ce quatrième doigt comporterait une veine qu'on appelle la veine de l'amour. Depuis l'Antiquité, la main gauche était considérée comme la partie du corps qui est la plus proche du cœur, puisque le cœur est considéré comme le siège des sentiments, le siège de l'amour. Et on célèbre l'amour dans le mariage. Je ne peux pas dire depuis que ma femme m'a mis la bague au doigt que je ne l'ai pas enlevée. D'accord? Je l'ai enlevée, je l'enlève. Souvent, quand je veux me doucher, tout ça là, je l'enlève et après je remets. Si le port de l'anneau au quatrième doigt de la main gauche, partant du pouce, renvoie directement au couple marié, certaines croyances ne conçoivent pas l'utilité des objets métalliques pour cette cause. La Bible à elle seule suffit pour unir à jamais. Ce doigt ou cet endroit du corps est variable selon que l'on passe d'une religion à une autre. Le quatrième doigt, oui, mais ça peut être de la main gauche ou de la main droite selon les religions. La loi a demandé, lorsque les mariés sont avec leur anneau, comme le faisait déjà, on leur demande de le porter par sur l'annulaire gauche. Ouais, la loi même a prescrit ça dans les textes du mariage. De la même manière, on a vu que ce n'est pas exigeant. Il arrive des moments donnés parce que lorsque vous leur demandez si vous avez des alliances, ils disent non. Comme on peut le noter, les avis divergent en cas d'infirmité de l'annulaire. Même si la solution la plus partagée opte pour le choix de notre doigt, une décision qui reste personnelle et de commun accord avec le conjoint. Pour mettre un terme à cette édition, parlons assainissement de cadre de vie à Cotonou. Et c'est surtout pour dénoncer l'incivisme des populations vis-à-vis des infrastructures construites à grands frais. Je veux parler surtout des grands collecteurs devenus des dépotoirs pour certains. Ils ont l'habitude, sinon ils ont pris l'habitude de les encombrer ou de jeter, ou bien sûr de jeter des déchets solides. L'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Regardez. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, les caniveaux à ciel ouvert semblent ne pas suivre le pas des changements. Ou du moins, les habitants de la ville, qui se métamorphosent depuis 2016, peinent à se débarrasser des anciennes habitudes qui consistent à déverser des déchets dans les caniveaux. En plein cœur de la ville, que traversent ces caniveaux, des citoyens expriment leur désolation. Parfois, la nuit profonde, ils viennent jeter le désordre dans le caniveau. Parfois, on voit les gens, ils jettent de n'importe quoi dans les caniveaux. Mais parfois aussi, les gens qui viennent curer les caniveaux, quand ils ont fini de curer, au lieu de ramasser ça proprement, ils ramassent ça un peu, et puis le reste, ils laissent. Après, le vent les ramène dans le caniveau. Il y a certains caniveaux que les gens respectent, ils ne versent pas des ordures dedans. Mais à certains endroits, j'ai senti qu'il y a beaucoup de l'incivisme. Parce que par rapport à ces ordures, l'État a fait de son mieux sur les grands axes routiers. Là. Vous voyez, les gens prennent des ordures en sac pour venir déposer ça au bon milieu de la voie. Tout près ici, à Lomé, au Ghana, on ne voit pas ça. Mais avec la sensibilisation, les gens ont commencé par changer. Malgré les grandes poubelles et barques à ordures déposées ici et là dans la ville, des habitants s'entêtent de tout déverser dans les caniveaux. C'est le cas ici derrière le marché de Saint-Michel où on peut voir vendeuses et vendeurs installés le long de ce caniveau s'adonner à tout.
Et il faut une sensibilisation, puisque nous ne sommes pas habitués. Les circuits sont en train de faire aussi un travail où nous passons quand même de maison en maison pour informer nos populations, pour sensibiliser nos populations par rapport à comment entretenir ces caniveaux. Sinon, entre-temps, on peut venir jeter les ustensiles de cuisine dans les caniveaux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ils sont en train quand même de s'adapter. C'est vrai, c'est difficile, mais je pense qu'avec le temps, on va s'habituer. Le Béninois était toujours comme ça. Même quand on les sensibilise, pour le respect, ils n'arrivent pas à respecter ce que disent les autorités. La plupart des personnes abordées insistent sur la sensibilisation. Elles pensent qu'après cela, il faut passer à la répression. Parce que je vois que parfois aussi il y a la mairie qui joue pleinement son rôle parfois. Parfois la nuit profonde, eux-mêmes ils font des patrouilles. La mairie, les gens qui portent les tenues bleues là, parfois ils passent dans la nuit profonde. Et quand ils te voient, parfois ils les arrêtent. Mais vraiment, je suis désolé parce que il faut les sensibiliser. Après, les verbaliser. C'est ce qui est important. Il faut toujours sensibiliser les CA, les chefs quartiers. Il faut qu'ils fassent des meetings, des rencontres pour pouvoir mettre les gens sur le bon rail. Les gens seront droits comme I. À la faveur du programme d'action du gouvernement, les villes béninoises se métamorphosent. Et Cotonou arbore ses plus beaux habits avec les rues bitumées ou pavées par endroits. Cotonou a changé. C'est aux aveugles de fermer les yeux pour dire qu'ils n'ont pas vu. C'est aux sourds de boucher leurs oreilles pour dire qu'ils n'ont pas à attendre. Sinon, tout à fait, Cotonou a bien changé. Sincèrement, je ne dirais pas que tout est parfait, mais il y a un effort considérable qui se fait déjà. Si nous pouvons continuer comme ça, Cotonou quand même peut égaler des grandes villes du Bénin et du monde. Reste à la population de Cotonou de changer ses habitudes et nombre de personnes interrogées pensent ainsi que la prise de conscience permettra de rendre le cadre de vie plus sain encore. Voilà, changeons donc de comportement. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.